Bonjour à tous. On va attendre encore quelques minutes avant de débuter. Ce ne sera pas bien long. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du dévoilement de l'étude Horizon 2050 et besoins en main-d'œuvre et formation dans le secteur des transports électriques et intelligents au Québec. Merci d'être présent en grand nombre. Je voulais souligner que cette étude a été rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Donc, je rappelle les consignes pour la présentation. Aujourd'hui, vous aurez la chance de poser des questions dans l'outil de questions-réponses de Zoom. Les questions seront prises à la fin, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, mais on va seulement répondre à la fin. Notez que cette présentation va être enregistrée et si vous avez des questions techniques, je vous invite à prendre en note le courriel de lisa.héberge@propulsionquebec.com en note pour pouvoir lui adresser vos questions d'ordre technique. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue et présidente directrice générale de Propulsion Québec, Sarah Houd, pour le mot d'ouverture. Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous voir virtuellement aujourd'hui. On ne se voit pas vraiment, mais de vous côtoyer, de vous sentir quand même prêt pour le lancement de cette étude sur la main-d'œuvre et la formation dans notre secteur. C'est un travail qu'on a entamé il y a plusieurs mois, donc pour nous, c'est un peu comme une fête aujourd'hui de pouvoir enfin partager les résultats de cette étude-là. J'aimerais effectivement remercier, comme Simon l'a mentionné, le gouvernement du Québec, Service Québec, pour le soutien financier qui a permis de rendre possible cette étude-là, ainsi que la firme Marcon qui a réalisé l'étude. Et évidemment, l'équipe de Propulsion Québec, là, dont Simon Pilarella ici, qui a piloté le projet avec l'aide de Julie Perrault-Henry, mais aussi Karine Villeneuve, Élisa Théberge et Romain Gaillet qui sont sur l'appel. Donc, tout le monde, toute notre équipe a travaillé fort sur ce projet-là. Donc, je vous en remercie. Ainsi que le comité de pilotage de l'étude qui était formé du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, des comités sectoriels de main-d'œuvre et de certaines entreprises. Notre objectif avec cette étude-là, qui a débuté là, à l'automne 2019, c'était, puis qui était vraiment aussi une étape, je dirais, une étape importante dans le lancement de notre chantier main-d'œuvre. Donc, on a débuté ça là, à l'automne 2019. Puis notre objectif, évidemment, c'était de mieux définir le futur de notre industrie pour pouvoir là, partager avec tous les acteurs autour de la table une vision commune, mais aussi évidemment de faire un diagnostic sur nos besoins en main-d'œuvre et en formation et de formuler des recommandations qui allaient nous permettre d'être proactifs dans le cadre du chantier main-d'œuvre en collaboration avec tous les acteurs du secteur.
Notre secteur, c'est un secteur en émergence, donc c'est important là, de développer les bons outils qui sont vraiment adaptés à ces particularités. Donc voilà, un mot aussi pour vous dire que l'événement, la présentation va être suivie d'un atelier qui est réservé aux entreprises. Donc, c'est à 15 heures. Je vous invite à rester en ligne. Et je pense, pardon, à ne pas rester en ligne, je pense que vous allez recevoir un lien particulier pour ça, mais Simon va vraiment bien vous expliquer ça. Je ne veux pas vous induire en erreur. Et pour toutes les autres organisations qui ne sont pas des entreprises, vous aurez aussi un moment pour discuter des suites à donner. Et ça aussi, Simon va vous expliquer ça plus tard. Donc, on a le ministre Jean Boulet devait être présent pour le lancement de l'étude et finalement, n'a pas pu être présent, donc nous a fait préparer un mot d'introduction, donc que je vais laisser Simon nous démarrer. Donc, M. Jean Boulet est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et responsable de la région de la Mauricie. À toi, Simon. Simon, on n'a pas de son. Non, on n'a effectivement pas de son. Je recommence, excusez-moi. Bonjour. Bien que la pandémie de la COVID-19 ait occasionné une hausse marquée du taux de chômage au Québec, le secteur des transports électriques et intelligents continue d'être touché par le phénomène de rareté de la main-d'œuvre. L'évolution rapide des technologies est certainement un des facteurs en cause dans le manque de travailleuses et travailleurs disponibles à l'emploi au sein de vos entreprises respectives. Le défi d'embaucher et de retenir votre personnel est donc bien présent. Afin de trouver des solutions concrètes à cette situation, vous devez approfondir votre connaissance du marché d'aujourd'hui, mais également celui de demain. Avec le lancement de son étude sur les besoins en main-d'œuvre et en formation dans le secteur des transports électriques et intelligents au Québec, c'est exactement ce que Propulsion Québec a fait. Cette étude, rendue possible grâce au soutien financier de mon ministère, mesure l'impact projeté de l'industrie sur le déplacement des personnes et des marchandises d'ici 2050. Les résultats vous seront d'ailleurs dévoilés dans quelques instants. Je tiens à vous rappeler que mon ministère est en action pour vous soutenir, notamment en matière de recrutement, de formation ou de gestion des ressources humaines. Les conseillères et conseillers aux entreprises des bureaux de services Québec et centres locaux d'emploi sont à pied d'œuvre pour vous aider concrètement. N'hésitez pas à communiquer avec eux dès aujourd'hui. En terminant, je salue l'initiative de Propulsion Québec pour la mise en place de cette étude. C'est en travaillant ensemble que nous réussirons à relever les défis liés à la main-d'œuvre. Bon lancement. Bon, parfait. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, on peut maintenant commencer ce dévoilement d'études. Donc, comme Sarah le rappelait un peu plus tôt, aujourd'hui, dans un premier temps, on va dévoiler l'étude, le contenu de cette étude sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois. Et il y aura un atelier de travail avec les entreprises membres de la GRAP, du chantier Talent et main-d'œuvre, qui suivra à 15 heures. Vous allez recevoir un lien Zoom vers 14h40 de manière très précise pour participer à cet atelier-là qui est réservé. Donc, comme Sarah l'a dit également, on va tenir un autre atelier pour les institutions qui touchent les questions de main-d'œuvre et de formation un peu plus tard. Mais c'est important pour nous de revenir vers nos entreprises membres pour prendre action sur les prochaines étapes. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter évidemment les résultats de notre étude. On va vous mettre en contexte sur comment on a monté cette étude-là. On va présenter évidemment comment nous envisageons le déploiement des transports électriques et intelligents sur un horizon à long terme, donc 2050. Ceci va mettre la table pour présenter les besoins en main-d'œuvre et en formation dans le secteur des transports électriques et intelligents au Québec, sujet qui vous intéresse si vous êtes présent aujourd'hui. Et on va présenter les pistes d'action, les recommandations qui ont été formulées par le consultant dans le cadre de l'étude. Et c'est ce dont on va discuter dans l'atelier qui va suivre avec les entreprises.
Bon, parlons un peu de comment on a fait cette étude-là. En fait, on a lancé cette étude-là parce que c'était un jalon très important pour nous pour lancer le chantier talent et main-d'œuvre à l'automne dernier. Donc, cette étude-là, c'était vraiment la première étape qui nous permet aujourd'hui de prendre des actions concrètes pour soutenir notre secteur en matière de main-d'œuvre. Parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un enjeu de croissance potentielle pour notre industrie. 68% des membres de la GRAP considèrent que la disponibilité de la main-d'œuvre peut être un frein à la croissance. Donc, c'est important pour la GRAP d'agir à ce sujet-là. Commençons tout d'abord par un peu de méthodologie des définitions ici. Bien sûr, on fait référence à différents termes là, dans le cadre de l'étude. On a tenté ici de simplifier un peu de quoi on parle là, quand on parle de différentes définitions. Donc, ici, ce qu'on présente, finalement, c'est les différents véhicules ou les différents aspects des véhicules qui ont été considérés dans le cadre de l'étude. Donc, vous pouvez constater que on a exclu les véhicules à propulsion à hydrogène de l'étude pour des raisons là, que ces technologies-là ne sont pas développées, ou en tout cas ne font pas partie des entreprises de notre GRAP ici au Québec. Par contre, on inclut tous les types de véhicules sur route ou hors route qui comprennent différents niveaux d'électrification, de connectivité et d'automatisation avec des modèles traditionnels de possession, mais également des modèles partagés. Ce qui n'a pas été inclus dans cette étude-là, c'est des véhicules comme des locomotives et autres véhicules à traction sur rail. Excusez-moi, pardon, à l'exception des véhicules, des locomotives et des autres véhicules à traction sur rail, on a exclu les véhicules non immatriculés là, qui n'ont pas été quantifiés parce qu'on n'avait pas de données fiables à ce sujet. Si on regarde un petit peu plus en détail comment on a délimité le périmètre de la GRAP des transports électriques et intelligents dans cette étude-là, on a trois dimensions importantes, deux évidentes. On a premièrement l'électrification et l'intelligence véhiculaire, donc la connectivité, l'automatisation, qui sont évidemment des choses différentes, mais qui évoluent en parallèle. On a créé une dimension, en fait, d'analyse en regroupant les véhicules en trois catégories, soit des véhicules légers, qui comprennent des classes de véhicules 0, 1 et 2, comme des automobiles, des fourgonnettes, par exemple. Les véhicules moyens, c'est les véhicules de classe 3 à 6, donc ça pourrait être certains camions, des véhicules outils, par exemple, et les véhicules lourds qui comprennent les autobus, les camions et des véhicules ferroviaires. On a rajouté une troisième dimension qui représente une vue simplifiée de la chaîne de valeur. On comprend que c'est plus complexe que ça, mais il fallait faire des regroupements là, pour l'étude. Et c'est un travail qui est quand même complexe, je dois vous avouer. Là, les consultants Marcon ont dû faire un travail important là, pour tenir compte que l'immatriculation des véhicules, c'est une responsabilité provinciale au Canada et étatique aux États-Unis. Donc, cette classification-là de véhicules, c'est malheureusement pas standardisé et une répartition a été faite dans le cadre de l'étude. Je vous invite à regarder cette étude-là plus en détail là, parce qu'on ne rentre pas dans ces détails-là maintenant. Au niveau de la démarche méthodologique, c'est quand même une étude qui a comporté plusieurs étapes. Puis, il a fallu, dans un premier temps, estimer la demande pour le transport de personnes et de marchandises, des taux d'adoption des technologies des véhicules électriques et intelligents. Il a fallu également essayer de voir quelle serait la demande pour ces véhicules-là, la part de marché potentielle estimée des fabricants québécois pour arriver à évaluer plus précisément les besoins en main-d'œuvre de notre industrie et en formation. Donc, c'est une étude qui repose sur plusieurs démarches, dont des recherches de données secondaires, des ateliers de travail avec un panel d'experts internationaux. Il y a également eu un atelier de collecte de données primaires dans le cadre d'un forum sur la main-d'œuvre qui avait été organisé par Propulsion Québec. Et les consultants ont mené des entrevues ciblées avec des entreprises et des experts du secteur. Donc, on rentre dans le premier chapitre de notre étude, l'horizon 2050 du déploiement des transports électriques intelligents. Donc, ce qu'on essaie de faire dans ce chapitre-là, c'est vraiment de donner une vision de qu'est-ce qu'aura l'air le transport électrique et intelligent, en tout cas le transport des marchandises et des personnes sur un horizon à long terme. C'est sûr qu'on n'a pas une boule de cristal parfaite, on se base sur ce qu'on connaît aujourd'hui puis on essaie de le transposer dans le futur, mais quand même, ça permet à notre GRAP d'avoir une idée là, à long terme et de rallier un peu tout le monde autour de certains objectifs.
Donc, ce qu'on constate, en fait, puis c'est vraiment le premier graphique qui permet de le démontrer, c'est que si on tient compte d'une évolution normale du parc de véhicules nord-américains, ben, on anticiperait une croissance d'environ 1/3 par rapport à aujourd'hui de la taille du parc si on tient compte de facteurs classiques tels que la population ou la croissance du PIB. Ça, c'est s'il n'y avait pas les transports électriques et intelligents, disons, parce que cette étude-là démontre qu'il y a plusieurs facteurs qui vont amener des changements graduels dans les habitudes de transport des individus et également les pratiques de transport de marchandises. Donc, la pénétration progressive du marché par les technologies électriques et intelligentes va provoquer des changements très substantiels dans la composition du parc de véhicules nord-américains, mais ainsi que dans sa taille d'ici 2050, ce que nous allons voir un petit peu plus en détail. Donc, les consultants ont proposé des modèles de mobilité pour les personnes d'ici à 2050. Donc, on essaie de se projeter dans le futur et à essayer de voir un peu comment la mobilité des personnes va se traduire. Donc, on anticipe que la mobilité des personnes va évoluer vers des hubs de mobilité qui va faciliter les déplacements urbains, mais aussi interurbains. Et ça va générer une croissance notable pour les véhicules moyens et lourds. On parle de véhicules type autobus, train léger, tramway, etc. Cette évolution-là va également entraîner une baisse de véhicules légers, principalement attribuable à une utilisation qui va être plus intensive et partagée, malgré des déplacements de passagers qui vont être en croissance, principalement également par le développement de Mobility as a Service, MaaS. Donc, ce qu'il y a à retenir de la mobilité des personnes, c'est qu'il va y avoir plus de partage sur un horizon à long terme, un meilleur taux d'utilisation des véhicules également, qui va accroître la productivité des véhicules et va permettre également, par l'automatisation, de transporter plus de monde avec moins de véhicules légers, par exemple. Le MaaS, on en parle depuis longtemps, mais il est raisonnable de croire que sur un horizon de 30 ans, ça va faire des progrès quand même énormes. Donc, tout ça va affecter évidemment la taille du parc et la nature du parc automobile, de véhicules, pardon, là, en Amérique du Nord. Si on regarde au niveau des marchandises, le modèle qui est proposé dans l'étude, c'est que on va voir, puis c'est déjà une tendance, la croissance de centres de consolidation en périphérie des centres urbains, qui va favoriser l'augmentation du nombre de véhicules lourds pour le transport longue distance, alors que les véhicules moyens, qui sont moins encombrants pour la livraison de proximité, va permettre éventuellement de réduire la congestion sur de plus courtes distances. Donc, c'est des modèles qui sont présentés dans l'étude et ce qu'il y a à retenir de ces modèles-là, même s'ils sont dans le futur et prospectifs, c'est que les transports électriques intelligents et ces nouveaux modèles-là vont changer en profondeur les modèles de mobilité. Et ce qu'on constate et ce qui est important de retenir dans cette évolution-là, c'est qu'il est attendu que par l'avancement des transports électriques intelligents au cours des prochaines décennies, il y a une baisse de la taille du parc de véhicules nord-américains. Donc, en considérant qu'on compare avec le scénario normal, disons, de croissance basé sur la croissance de la population et la croissance du PIB. Donc, c'est pas tant le chiffre ici qui est important à retenir parce qu'on est sur des tendances à très long terme, mais plutôt la tangente qui va faire en sorte que sur un horizon à plus long terme, la taille du parc nord-américain devrait baisser à un moment donné. En particulier parce qu'il va y avoir un développement de l'automatisation des transports et une meilleure utilisation de ces parcs. L'étude aussi évoque clairement que différentes catégories de véhicules, ils évolueront pas de la même façon au cours des prochaines décennies. Donc, le parc va se transformer sur un horizon à long terme. Vous observez ici qu'il va y avoir une baisse marquée au niveau des véhicules légers. On est en proportion, bien entendu, là, du parc total ici. Donc, on voit cette évolution-là. J'ai un autre graphique qui va vous le présenter également après. Mais on le remarque ici là, pour les véhicules légers. Et quand on regarde pour les véhicules moyens et lourds, c'est une tendance inverse. C'est une hausse majeure là, de la proportion de ce type de véhicule-là dans le parc nord-américain. Pour ce qui est des véhicules ferroviaires, malheureusement, on ne le voit pas bien ici là, parce qu'on est dans des pourcentages et des arrondis. Là.
mais dans l'étude, on le voit quand même, là, il y a une hausse significative des véhicules ferroviaires qui est attendue également. Ici, on a une représentation sur une base, disons, 100% de l'évolution, de la variation des différentes catégories de véhicules en Amérique du Nord. C'est un peu une représentation similaire, mais sous forme graphique là, du tableau précédent. Et encore une fois, on le voit clairement, là, les deux véhicules qui sont en haut, c'est le premier, la catégorie véhicule moyen et véhicule lourd. On observe de fortes hausses de ce type de véhicule-là sur un horizon à long terme, également significative pour ce qui est du ferroviaire. Donc, on comprend qu'une combinaison de plusieurs facteurs qui sont présentés dans l'étude vont imposer des changements graduels dans les habitudes de transport des individus et les pratiques de transport des marchandises. Donc, on pense que la pénétration progressive du marché par des technologies de transport électrique intelligent va provoquer des changements très substantiels dans la composition du parc de véhicules nord-américains, ainsi que dans sa taille, comme on l'a dit, d'ici 2050. Là. Et on parle quand même d'une croissance selon un facteur de presque 100 là, sur 30 ans. Là, on met un chiffre ici. C'est pas tant le chiffre absolu que je veux qu'on retienne ici, mais la forte croissance anticipée, là, c'est quand même majeur. Là. Les technologies de transport électrique intelligent là, vont transformer vraiment la nature et la taille du parc. Donc, avant de parler de la part de ces véhicules-là dans le futur, il y a quelques éléments importants que j'aimerais mentionner. On a fait un modèle, le consultant propose un modèle qui est prédictif, là, mais qui n'est pas un modèle économétrique là, qui a été développé dans le cadre de l'étude. Mais ça inclut plusieurs paramètres socio-économiques, technologiques, réglementaires, etc. Donc, les estimations qui sont présentées vont dépendre de certaines hypothèses. Là, je ne les présenterai pas tout en détail, mais pour les véhicules électriques, ça va bien sûr dépendre de la disponibilité d'un éventail plus complet de certaines catégories de véhicules, en l'occurrence des véhicules utilitaires, des petites camionnettes, fourgonnettes et ainsi de suite. Pour ce qui est des véhicules intelligents, on fait une hypothèse aussi là, que la commercialisation des véhicules autonomes de niveau 4 et 5 se fera à compter là, des années 2030. Donc, c'est quand même important de rappeler ces hypothèses-là. Ici, on a des graphiques intéressants qui permettent de voir des scénarios d'adoption pour les différentes catégories de véhicules qu'on a présentés. J'attirerai votre attention peut-être sur le carré en bas à droite, là, qui est le total du parc. Encore une fois, je ne veux pas qu'on attire votre attention sur des chiffres absolus ici, mais plutôt sur des tendances, là, parce que quand on regarde en 2050, on voit que on a une pénétration très, très significative là, des technologies là, de véhicules électriques et intelligents, même si on regarde des scénarios plus pessimistes ou optimistes là, ou réalistes. C'est pas ça qui est à retenir ici. On doit quand même rester prudent par rapport à ces prédictions-là. Là. Faut les voir plus comme des tendances plutôt que des prédictions absolues. Surtout dans le contexte actuel là, de pandémie, là, c'est difficile de prévoir les conséquences sur notre industrie sur un horizon temporel qui est long et incertain. Et donc, comme on l'a dit, pour arriver à développer ces scénarios-là, les consultants évaluent l'impact de différents facteurs d'influence sur la mobilité des personnes et des marchandises et l'impact que serait sur la pénétration là, des technologies là, dans le parc nord-américain. Donc, ça inclut plusieurs paramètres, mais si on pouvait résumer les scénarios là, à haut niveau, là, quand on parle de scénarios pessimistes, c'est qu'on parle d'insuffisance d'avancement technologique, manque de réglementation pour encourager l'adoption des technologies. Pour ce qui est des scénarios réalistes, on est dans des réglementations qui sont plus équilibrées, des technologies de batterie améliorées, des prix de batterie qui ont considérablement baissé qu'à l'heure actuelle et que la commercialisation des véhicules connectés autonomes de niveau 4 et 5 se fait à partir des années 2030. Puis quand on est dans l'optimisme, c'est sûr qu'on est dans une adoption là, beaucoup plus importante là, des technologies par la population, des règlements qui sont incitatifs et des programmes qui encouragent leur mise en place. Donc je voudrais ici qu'on ne retienne pas les chiffres dans l'absolu, mais plutôt les tendances, parce qu'on part aujourd'hui d'une pénétration en 2019, là, tout véhicule confondu, de 0,5% du parc en Amérique du Nord en 2019. Là. Donc, il y a beaucoup d'évolution qui est à prévoir. Et c'est certain qu'à des degrés variables, ça va évoluer vers le haut. Quand on regarde ensuite ces changements-là qui sont à prévoir,
ben, il faut essayer d'entrevoir quel va être le potentiel pour l'industrie de l'électrification des transports et de l'intelligence des transports. Là. Donc, on a fait un exercice dans le cadre de l'étude d'essayer de voir comment le tissu industriel québécois réagira à ces occasions d'affaires-là. C'est sûr que c'est une démarche qui est quand même pas simple, mais basée sur ce qu'on connaît aujourd'hui et l'expérience qu'on a acquise sur le marché, le consultant, en fait, bien, ce qui semble plus évident aujourd'hui, en tout cas pour l'électrification des transports, c'est que certains maillons de la chaîne de valeur où le Québec est bien positionné pour tirer avantage. Et ça va avoir des impacts certains sur les emplois, évidemment, et les besoins en formation. Donc, on remarque ici que la fabrication de véhicules moyens risque d'être avantagée, surtout les véhicules à usage spécialisé. Pour ce qui est des véhicules lourds, camions, autobus, ferroviaires, c'est la même chose. Au niveau de l'infrastructure de recharge, on s'attend à ce que le potentiel soit bon. Et pour les services et usages, ben, c'est pour tous les types de véhicules parce que c'est une activité qui ne peut se faire que localement. Pour ce qui est des composantes, c'est moins clair. Ça va dépendre, bien entendu, si Québec peut tirer son épingle du jeu là, et avoir une place là, dans la filière des batteries, par exemple. Quand on essaie de se projeter pour l'industrie du transport intelligent, c'est plus compliqué là, parce que c'est plus imprévisible à ce stade-ci. Là, on est à un stade beaucoup moins avancé au niveau de l'industrie. Par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est que le potentiel pour l'industrie québécoise va être bon pour ce qui est des composantes pour les véhicules dans le secteur de l'optique et de l'intelligence artificielle, par exemple, et également tout ce qui touche les services et usages en lien avec les véhicules, parce qu'encore une fois, l'entretien et le service, bien, ça se fait localement. Là. Donc, suite à cette analyse-là de déploiement des transports électriques intelligents d'ici 2050, on a pu déterminer une évolution projetée des transports électriques intelligents sur le déplacement des personnes et des marchandises. Et ça nous permet de cerner l'impact sur la chaîne de valeur, comme on l'a dit, et bien maintenant de prévoir les besoins en main-d'œuvre et en formation, notre deuxième chapitre dans l'étude. Donc, on vous l'a présenté, puis je pense que vous le savez, forte transformation du secteur à prévoir. Donc, c'est certain que ça va avoir un impact important sur les compétences clés qui vont être requises par l'industrie des transports électriques intelligents. Donc, le petit dessin ici, le schéma résume bien quand même certains éléments. C'est que la transformation qui est à prévoir va demander beaucoup de polyvalence de la part des employés futurs à des degrés divers, mais quand même, c'est quelque chose qui doit être anticipé. Et bien sûr, on est dans un secteur très technique. Les compétences requises vont être importantes. Donc ici, on met à haut niveau là, une idée de compétences qui pourraient s'appliquer à des emplois dans notre secteur. Des fois, ça peut être des spécialistes dans un secteur, mais on va retrouver aussi des gens qui vont devoir avoir plus qu'une de ces compétences-là, souvent plusieurs. Donc, et l'autre chose à laquelle il faut s'attendre, c'est qu'on va arriver éventuellement à un croisement entre l'électrification des transports et tout ce qui touche la connectivité véhiculaire, parce que les deux domaines vont évoluer en parallèle. Ce qu'on a fait dans l'étude, c'est qu'on a identifié 50 professions telles que définies par la classification nationale des professions, là, plus communément appelées les codes CNP, qui ont été identifiées comme directement concernées par les transports électriques intelligents. Donc, ces professions-là, ça inclut à la fois des emplois dans le secteur manufacturier puis dans le secteur des services. Et on dénombrerait autour de 14 000 emplois qui seraient concernés en partie ou en totalité par les transports électriques au Québec. Donc, ici, on peut voir les emplois, les professions qui sont jugées plus prioritaires de par les résultats de notre étude. Certaines sont même plus convoitées que d'autres, donc peut-être à risque de pénurie. Et ce qu'on montre ici, clairement, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'emplois que notre secteur va avoir besoin. Donc, il n'y a pas tant de surprises, je pense, pour vous là, qui travaillez dans ce secteur-là. C'est sûr qu'on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. C'est reflété ici. On a besoin de beaucoup de gens dans le domaine du logiciel, dans le traitement des mégadonnées. On a également besoin de plusieurs techniciens spécialisés et des employés pour l'entretien, en particulier de flotte. C'est quelque chose là, qui va devenir un besoin très, très important.
ce qui est important, je pense, de comprendre puis de retenir, c'est que les besoins en main-d'œuvre de notre industrie d'ici les 10 prochaines années vont être différents pour l'électrification des transports et l'intelligence en transport, parce que le premier, donc l'électrification, va entrer dans sa phase de croissance au cours de la décennie 2020, alors que tout ce qui touche le transport intelligent, ben, il entre dans sa phase pré-commerciale durant la même période. Donc, ça ne va pas entraîner les besoins au même niveau et en même temps. Donc, quand on regarde la situation, c'est qu'on se rend compte que, dans le fond, notre industrie ne souffre pas nécessairement d'un déficit de main-d'œuvre disproportionné par rapport aux autres secteurs, mais elle a des besoins très, très spécifiques. Et ces besoins-là, il va falloir trouver une façon de bien y répondre. Quand on regarde les besoins en électrification des transports, ça va toucher principalement la production dans les sous-domaines liés à l'électricité, l'électronique, la mécanique, la conversion également vers l'électrique des parcs de véhicules, puis l'entretien. Donc ça va générer des emplois. La croissance des ventes de ces véhicules-là va augmenter également la demande pour tout ce qui est service après-vente. Donc, on prévoit qu'il va y avoir un besoin d'emploi aux 3 niveaux de formation, que ce soit professionnel, collégial ou universitaire. Pour ce qui est du transport intelligent, bien, comme l'industrie est à un stade plus, disons, plus pré-commercial, ça va toucher, les emplois vont toucher plus l'acquisition de connaissances puis la conception plutôt que la production, comme dans l'électrification des transports. Donc, c'est plus des diplômés universitaires, en particulier avec des compétences très, très pointues. Donc, on parle de diplômés de 2e cycle en génie, en sciences, dans les secteurs de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels et dans la sécurité des communications là, qui vont être fortement en demande. Donc, des emplois extrêmement qualifiés là, avec des compétences pointues qui, dans bien des cas, le bassin québécois ne pourra peut-être même pas répondre là, parce que si on parle d'emplois très, très spécialisés. Là. Donc, quand on regarde l'évolution de la formation dans le secteur des transports électriques intelligents, notre étude a fait le recensement des formations et des compétences qui étaient recherchées par les professions prioritaires de notre secteur. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est bien expliqué dans l'étude. On a également recensé les programmes de formation initiale et continue aux différents niveaux d'enseignement, mais qui sont spécifiques au transport électrique et intelligent sur l'ensemble du Québec. Et on note que parmi les programmes de formation initiale, il y en a une minorité qui fait explicitement référence au transport électrique et intelligent. Donc, c'est sûr que les curriculums vont devoir évoluer pour répondre aux besoins de l'industrie. Puis ici, on présente quelques pistes qui ont été soulevées durant l'étude. Donc, c'est sûr que l'enseignement des normes en lien avec la sécurité, la fiabilité du secteur automobile applicable aux logiciels embarqués, c'est un requis pour notre industrie. Le processus de développement d'un véhicule automobile, ça aussi, c'est des besoins que notre industrie a reflétés. Comment intégrer l'intelligence artificielle dans les programmes de génie, en tout cas, c'est quelque chose dont l'industrie a besoin, plus de capacité de gestion, de marketing des étudiants en génie. L'ajout de modules spécialisés de formation en vision et optique appliqués aux véhicules autonomes. Ça aussi, c'est des besoins. Puis, bien sûr, la cybersécurité, là, ça se retrouve un peu partout. Donc, besoin d'évolution des curriculums. Mais on sait que ça ne se fait pas rapidement, ces choses-là. Donc, il va falloir que l'industrie se mobilise pour que ces changements-là se fassent, pour pas que les programmes de formation soient trop lents à évoluer. Là. Au niveau de la formation continue, c'est sûr qu'on a besoin d'approfondir un peu plus là, cette question-là. Puis, ça devrait amener des projets pilotes là, au niveau de la grappe là, pour faire évoluer les curriculums. Souvent, les curriculums vont évoluer par des programmes de formation continue. Donc c'est une bonne façon d'avancer. Mais on notera ici qu'il y a quand même des besoins là, importants au niveau là, de ce qui touche la mécanique électrique, ce qui touche également la manutention des batteries. Donc, c'est quand même des matières dangereuses. Là. Il y a de l'électricité et tout, là, donc ça va être important. Puis, tout ce qui touche l'informatique en nuage, le traitement de bases de données également. Là, donc, ça va être primordial. Ensuite, l'étude propose des nouveaux programmes là, qui seraient souhaités par l'industrie,
Encore une fois, je ne dis pas que ça va se mettre en place du jour au lendemain, mais on note quand même un besoin pour soutenir notre industrie d'une plus grande spécialisation en transport électrique intelligent. Puis ça pourrait être offert dans le cadre d'un bac en génie électrique qui regrouperait des contenus de formation là, qui touchent la mobilité de façon plus substantielle, l'Internet des objets connectés, l'intelligence artificielle et la conduite autonome. Donc, des programmes un petit peu plus spécialisés et également carrément une spécialisation en transport intelligent là, qui intégrerait dans plusieurs composantes du génie, là, soit le génie civil, le génie mécatronique et le génie électronique. Là. Donc, ici, on est dans, c'est sûr, dans une approche plus conceptuelle. Il va falloir traduire ça dans des programmes plus concrets. Mais si le Québec veut devenir un leader dans ces secteurs-là, il va falloir que les besoins de formation soient entendus. Ici, on a un graphique intéressant qui montre sur un horizon de 10 ans, en fait, les différentes professions prioritaires qu'on a identifiées plus tôt, lesquelles sont les plus difficiles à trouver, d'un côté, à gauche, et lesquelles sont les plus nombreuses à trouver. Là. Donc, on fait vraiment un parallèle entre ce qui est difficile à trouver sur le marché et ce qui est ce dont l'industrie a besoin en quantité importante. Là. Donc, on constate que effectivement, là, c'est des backgrounds très techniques, qualifiés, avec des formations autant collégiales qu'universitaires, puis que ces postes-là sont déjà souvent en pénurie, puis pas juste pour notre industrie, mais aussi pour d'autres secteurs de l'économie. Là. Donc, c'est un défi qui n'est pas juste pour notre industrie, là, c'est également un défi pour d'autres industries de pourvoir les entreprises avec des postes là, qui sont présentés ici. Là. Donc, c'est certain là, que le Québec doit trouver une façon là, de combler ce manque-là et notre industrie va militer certainement en faveur de ça. L'étude aborde finalement là, de manière, elle effleure, je dirais, le sujet, là, mais quand même c'est important, puis je pense que des travaux qui vont devoir être faits par d'autres, ou en tout cas par le gouvernement, pour mesurer l'impact indirect des transports électriques intelligents sur les autres secteurs de l'économie. Donc, sans rentrer dans le détail, notre étude met quand même la table sur les impacts que les transformations qu'on présente vont avoir sur d'autres secteurs dans l'économie. Dans certains cas, ça va être positif. On pense à la cybersécurité. Là. Il y a une industrie, bien sûr, qui est en train de se créer autour de ça pour la protection des véhicules, là, puis la connexion là, qui existe, la protection de la connectivité. Mais on pense aussi au divertissement, par exemple, parce que avec le développement du véhicule autonome, les gens vont passer peut-être plus de temps dans leur véhicule, donc besoin de divertissement. Quand on regarde au niveau plus négatif, il faut quand même se préparer à des baisses ou des transformations dans certains secteurs. Il y en a que c'est quand même évident, d'autres un peu moins, mais j'aimerais rappeler quand même que le secteur de l'assurance au Québec est un secteur extrêmement important. C'est des milliers d'emplois. Donc, c'est un secteur qui va devoir se transformer et s'adapter parce que c'est pas impossible que des fabricants de véhicules automobiles assument la responsabilité ou auto-assurent les véhicules là, qui vont fonctionner sous forme de flotte, là, donc où le modèle de propriété risque de changer. Quand on regarde au niveau des hôteliers, par exemple, si les gens peuvent dormir dans leur véhicule pendant qu'ils se font conduire, ça peut entraîner des conséquences aussi sur ce marché-là. Le stationnement, si les véhicules sont de plus en plus en mouvement et n'ont pas besoin de s'arrêter parce qu'ils sont utilisés selon des modèles de flotte partagée, c'est certain que ça va avoir des impacts considérables sur cette industrie-là. Donc, ça nous amène à notre dernier chapitre de l'étude, donc les pistes d'action qui sont proposées. Puis c'est ça dont on va discuter un peu plus en détail suite à la présentation là, avec le chantier, le talent et main-d'œuvre qui va suivre avec les entreprises. Donc, l'étude propose 8 pistes d'action. J'aimerais quand même rappeler que ces pistes d'action-là ne sont pas juste pour Propulsion Québec. Là, ça touche aussi d'autres parties prenantes, dont les gouvernements, les institutions d'enseignement là, qui vont devoir travailler en parallèle pour que la main-d'œuvre, la formation, ça ne devienne pas un frein au développement de notre industrie. Donc, je vais les résumer là, quand même rapidement, ces pistes d'action-là. La première étant que
ça va être important là, de bien définir les créneaux qui sont les plus porteurs en transport intelligent. Au niveau de l'électrification des transports, le Québec a une stratégie qui est quand même claire, qui est bien assumée. Par contre, au niveau du transport intelligent, la stratégie reste à définir, l'alignement également. Et ça va avoir un impact majeur sur la position que le Québec va occuper dans ce secteur-là. Donc, il faut s'y préparer. C'est quand même extrêmement disruptive là, comme changement, peut-être même plus profond que l'électrification des transports. Et aujourd'hui, le Québec n'est pas nécessairement au même niveau que d'autres juridictions qui ont misé sur ce développement-là. Ça va amener certainement le Québec à devoir recruter les meilleures ressources dans les niches du transport intelligent pour vraiment lancer cette industrie-là là, qui est extrêmement importante pour l'avenir du transport des marchandises et des personnes. On peut imaginer un peu comme à l'image de l'intelligence artificielle avec des chercheurs vedettes comme Yoshua Bengio ou au niveau de la recherche dans le domaine des matériaux de batterie avec l'IREC. Il faut arriver aussi à trouver des chercheurs ou en tout cas des stars qui vont permettre au Québec là, de vraiment développer là, cette industrie-là là, puis d'être en avant de la parade. Également, ce qui est important, puis ça, c'est un rôle que je pense Propulsion Québec pourra prendre, puis on va en discuter après, c'est de mettre en œuvre là, un bouquet d'actions là, de promotion des emplois et des formations en transport électrique intelligent. Et ici, c'est écrit aux étudiants, mais je pense au marché du travail en général, parce que il va falloir rehausser le profil de cette industrie-là, qui n'a pas le même niveau de notoriété que des industries comme le jeu vidéo, l'aéronautique, par exemple, ou le logiciel. Et ça, ben c'est vraiment un enjeu qui est important pour nous. Je pense qu'on a un secteur d'intérêt pour le marché du travail, pour le futur. Il faut vraiment arriver à bien faire connaître ces opportunités qui vont mener à des carrières dans ce secteur-là. Également, il va falloir travailler à l'ajustement des curriculums pour introduire des notions appliquées au transport électrique intelligent et développer des programmes spécifiques au transport électrique intelligent comme on en a parlé un peu plus tôt. Cinquièmement, ça va être important d'exposer les étudiants à des connaissances en transport électrique intelligent de manière très appliquée. Et c'est sûr qu'au Québec, on a un bon système d'éducation pour ce qui est de la connaissance générale. Là, donc, on forme des compétences générales qui sont bonnes, mais pour notre secteur, on a besoin d'une plus grande exposition à la réalité du secteur. Donc, on pense que ça passe par des stages en entreprise et ça, ben, ça va aider le secteur à créer une force de travail qui est plus adaptée à ses besoins. Puis, ça va permettre à des étudiants de s'intéresser à notre secteur également. Sixièmement, comme l'impact va être grand sur plusieurs domaines de l'économie, de manière directe et indirecte, ça va être important que le gouvernement évalue de manière plus exhaustive les emplois qui vont être directement et indirectement à risque par les transformations que notre secteur va amener à l'économie. Et septièmement, on va devoir, puis c'est quelque chose où la GRAP va probablement devoir s'impliquer, c'est au niveau d'un mécanisme de coordination entre les besoins de l'industrie et le milieu académique pour s'assurer qu'on a une meilleure concordance entre la formation et les besoins. C'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de nécessaire. Donc, il va falloir trouver la place de la GRAP dans cette sphère-là. Donc, on a déjà commencé à discuter là-dessus, mais il va falloir développer un plan de match un peu plus solide. Et finalement, il est proposé que la GRAP devienne offre un service de courtage en formation là, pour permettre un meilleur maillage entre les besoins des entreprises puis la formation disponible. Donc, ça fait le tour de l'étude. Il nous reste environ 15 minutes pour amorcer une discussion avec les participants, répondre à certaines questions. Donc, Karine est la modératrice. Je t'invite, Karine, à nous faire part des questions là, qui auraient pu être soulevées durant la présentation. Oui, bien en fait, il y a eu 2 questions de soulever. C'est sûr que là, on remonte peut-être un petit peu plus tôt dans la présentation, mais je pense que les questions sont assez claires. Donc, on avait une première question. Quelles sont les hypothèses prises pour expliquer une croissance de 2 à 3 fois
du nombre de véhicules lourds et moyens. Donc, on se demande d'où ça part. Là, évidemment, dans le rapport, on a plus de détails. Oui, ben, je peux l'expliquer. C'est sûr que là, je fais des raccourcis intellectuels, évidemment, là, mais il faut se projeter sur un horizon de 30 ans. Puis, il faut repartir des modèles qui sont présentés un peu plus tôt, là, les hubs de mobilité pour le transport des passagers, également sur les centres de consolidation pour le transport des marchandises. Donc, nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'il va y avoir effectivement une baisse du nombre de véhicules passagers par l'évolution des technologies, là, en particulier tout ce qui touche l'automatisation, le développement du MaaS, donc un transfert vers des véhicules plus moyens et lourds en mode de partagé là, pour les passagers. Et pour ce qui est du transport des marchandises, on parle de transport lourd pour les longues distances en croissance. C'est sûr qu'il va y avoir une croissance de l'économie aussi. Le commerce électronique va entraîner également une croissance des véhicules moyens. Là. Donc c'est des scénarios. Après, ça peut se produire à des degrés divers. On n'est pas, on n'a pas de boule de cristal précise, mais le travail qui est effectué est quand même assez rigoureux, basé sur la connaissance approfondie des consultants, d'experts internationaux, de modèles prédictifs. Donc on arrive avec ces croissances-là qui sont, selon nous, quand même assez réalistes. Puis, je vous invite à regarder l'étude pour plus de détails. Oui, d'ailleurs, il y a justement quelqu'un qui se demandait si on donnerait accès à la présentation ou au rapport. Donc, évidemment, oui, le rapport va être possible de consulter. Pour la présentation, je ne suis pas certaine. Simon, est-ce qu'on a statué quelque chose là-dessus? En fait, on pourrait éventuellement la rendre, mais je pense que ce qui va être plus intéressant, c'est qu'on va publier également avec l'étude un sommaire exécutif de l'étude qui reprend essentiellement ma présentation aujourd'hui sous forme d'un document synthèse. Mm-hmm. Parfait. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site Internet, évidemment. Ensuite, on nous demande, pourriez-vous expliquer pourquoi l'aspect vision et optique est identifié comme étant génie logiciel? Écoutez, je ne me souviens pas exactement là, pourquoi il a été mis là-dedans. Je suppose qu'il y a certainement une bonne raison. J'imagine que le but étant d'exposer plus les étudiants en génie logiciel à cette réalité-là, de ce que je me souviens, là, mais je dois vous avouer, c'est une étude quand même assez exhaustive. Là. Je suis désolé de peut-être de pas pouvoir bien répondre là, ici, je me rappelle pas, mais c'est certainement bien décrit dans l'étude. Là. Merci. Ensuite, on nous demande, est-ce qu'on pense que la crise sanitaire et économique actuelle risque de repousser dans le temps les prévisions qui sont à notre étude? Bien, c'est une bonne question. C'est sûr que j'aurais aimé présenter juste un scénario réaliste. Là, puis à la fin, on s'est dit c'est mieux d'aller avec des scénarios pessimistes, réalistes, optimistes, parce qu'effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la crise. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des facteurs qui vont profiter, qui vont faire profiter le développement de certaines technologies plus que d'autres. Je pense à l'automatisation. C'est sûr qu'avec ce qui est arrivé, le besoin d'avoir moins de contacts, par exemple, peut aller en faveur de certaines technologies d'automatisation. Donc, ça peut être bénéfique. Pour ce qui est de l'électrification des transports, on ne sait pas là, à quel point les investissements des grands constructeurs vont être affectés. Là. Donc, ça peut retarder un peu, disons, ces évolutions-là. Mais je pense que les tendances de fond sont bien entamées. Ces changements-là sont inéluctables. Puis nous, on se projette sur 30 ans. Donc, pour nous, ce n'est pas tant qu'est-ce qui va se passer. L'ampleur va être grande, mais de là à dire que les facteurs vont être de 100, 200 ou 50, je ne le sais pas. Là. Puis c'est pas ça notre but ici non plus. Là. Mais certainement qu'il faut s'attendre à une transition importante. Il n'y aura pas, je veux dire, ces changements-là sont bien entamés. Là, puis ça va se poursuivre. D'accord. Alors, on a une autre question qui nous dit « Je vois que l'étude propose des programmes de formation universitaire, mais pas collégiaux. Par exemple, le DEC en technique des véhicules électriques et intelligents. Est-ce à dire que les besoins en main-d'œuvre des entreprises est très principalement dans les équipes d'ingénierie plutôt qu'au niveau de la production? » Non, ça n'a pas été proposé peut-être. Ça ne veut pas dire que les besoins dans les formations plus techniques sont pas importantes.
Dans l'étude, on a noté deux professions prioritaires, là, en particulier là, en secteur technique. On parle de, je vais juste aller retrouver mes notes, là, donc des électromécaniciens, par exemple, et également on parlait de techniciens en génie électronique et électrique. Puis tout ce qui touche le logiciel aussi, là, on a des nouvelles techniques en intelligence artificielle, en logiciel aussi. Là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas été capable de faire un tour d'horizon là, comme sur tout, là, mais quand même assez pour dire qu'au niveau technique, il y a des besoins. Puis je ne veux pas dire que les formations ne devront pas évoluer au niveau collégial. Certainement qu'elles devront évoluer. Mais ce qui était ressorti plus fortement, c'était ce qui est proposé là dans l'étude. D'accord. Alors, on nous demande aussi si on peut nous entendre sur les prochaines étapes pour faire vivre le plan d'action qui comprenait les 8 piliers ou 8 recommandations, exemple, comité de travail, etc. Oui, en fait, c'est ça. C'est sûr que nous, notre mandat Propulsion Québec dépend de la volonté des entreprises à aller de l'avant là, sur différentes pistes d'action. Donc, c'est sûr que notre légitimité dépend de ce que les entreprises nous demandent de faire. Donc, on a des pistes d'action ici qui ont été présentées, des recommandations. Pour ça qu'on a une rencontre juste avec les entreprises suite au dévoilement de l'étude d'aujourd'hui pour bien aligner les priorités de travail de la grappe. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra réunir le milieu plus institutionnel pour justement discuter de qu'est-ce que les entreprises veulent qu'on fasse. On a une bonne idée de où on peut jouer notre rôle. Il faut juste se valider avant avec l'industrie. C'est ce qu'on va faire tout de suite après. Et vous inquiétez pas, là, on va faire une rencontre, là, j'espère, d'ici la fin de l'été avec le milieu plus institutionnel pour expliquer la suite des choses. Et on espère vraiment que les gens vont se mobiliser puis travailler avec nous pour pousser dans le sens des recommandations. D'accord. Alors, il y a une dernière question qui est comme peut-être un petit peu plus précise là, sur la méthodologie puis les méthodes utilisées dans l'étude. Donc, je te lance la question, Simon, mais si jamais faut y revenir après aussi, on pourrait peut-être répondre à Michael à part. Donc, qui nous demande, dans votre méthodologie, êtes-vous parti sur du tendanciel uniquement ou avez-vous aussi fait des scénarios de rupture intégrant notamment le plus 3 degrés en 2050 au Québec? À quoi on fait référence? Le plus 3 degrés, c'est au niveau de la température ou c'est... Je comprends pas bien. C'est une bonne question. C'est fort probable, mais oui, probablement. Mais là, c'est sûr que comme Michael ne peut pas prendre la parole à cause du... Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Puis, Michael, je vous invite à regarder l'étude plus en détail. Là. C'est quand même intéressant là, de comprendre. Là. Je vous ai dit, j'ai fait certains raccourcis intellectuels ici, là, mais le modèle qui a été développé, c'est pas un modèle économétrique. Il faut garder ça en tête. C'est basé sur des scénarios de déploiement qui sont basés sur des facteurs d'influence au niveau là, du transport des marchandises et des passagers, puis comment ces facteurs-là peuvent avoir un impact à la hausse ou à la baisse sur, dans un premier temps, la taille du parc et deuxièmement, sur la nature du parc, donc le type de véhicule qui serait utilisé dans le futur. Donc c'est pas une science exacte, là, mais ça donne des tendances. Puis, je vous invite quand même à regarder ça. Il y a eu un travail quand même colossal qui a été fait par Marcon, déjà de compiler des données sur ça selon une perspective nord-américaine. Donc, on a quand même une belle compilation à ce niveau-là. Après ça, les scénarios qu'on a développés, bien, c'est sûr qu'ils dépendent de plusieurs facteurs. Il y a des hypothèses qui sont faites, mais c'est pas un modèle économétrique, là. C'est vraiment un modèle qui a été basé sur des hypothèses, puis qui a été revu par un panel d'experts internationaux. Donc, ça tient quand même la route. Et je pense que c'était le mieux qu'on pouvait faire dans le temps puis le budget qu'on avait. C'est quand même une première d'avoir ça là, pour nous et ça permet d'orienter tout le monde vers qu'est-ce qu'on pense qui va arriver là. Je pense que ça fait le tour. J'invite les gens aussi à ne pas hésiter à nous écrire, évidemment, après la rencontre. Premièrement, à consulter le rapport, évidemment, qui est vraiment plus fourni, disons, en beaucoup de détails. Donc, n'hésitez pas à le consulter, mais aussi à contacter Simon ou les gens de notre équipe. Ça va nous faire plaisir de trouver
des réponses. Parfait, merci Karine. Donc, c'est super. Je n'avais jamais fait la présentation, donc je me rends compte que je suis rentré dans les temps. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on va vous proposer en fait de passer là, dans quelques minutes à un atelier de travail pour ce qui est des entreprises membres seulement. Donc, normalement, les entreprises membres, vous avez reçu un lien Zoom par courriel à 14h40 si la technologie a fonctionné. Et ce lien-là va vous permettre de vous connecter à une deuxième réunion. Dans cette réunion-là, on va discuter des pistes d'action, des recommandations, puis on va pouvoir aller un peu plus dans le détail. Et si vous avez des enjeux techniques, n'hésitez pas à écrire à lisa.teberge@propulsionquebec.com qui va vous assister là, pour vous connecter. Et pour tous ceux qui sont au niveau institutionnel, vous inquiétez pas, on va donner suite à ce travail-là qu'on amorce. Vous allez être convoqués là, un petit peu plus tard, là, mais il fallait vraiment parler aux entreprises avant de vous convoquer. Donc, je vous remercie tout le monde. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui? Oui, je veux juste préciser que le courriel qui a été reçu, normalement, vient de Audrey-Anne Desaulniers. Ah. Si jamais vous ne recevez pas, vous n'avez pas reçu le message, vous êtes un industriel qui s'est inscrit à participer à l'atelier de 15 heures, s'il vous plaît, restez sur le Zoom et on va pouvoir je vais pouvoir vous écrire, dans le fond, juste utiliser l'outil chat pour nous dire. Et puis, je vais vous répondre par le lien pour venir sur le deuxième atelier. Donc, je vais rester un petit peu plus longtemps. Parfait. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là en grand nombre. On a eu plus d'une centaine de participants. Là. Je ne sais pas combien on en avait, là, mais je suis très content là, que cette étude-là puisse enfin sortir. Puis, on avait hâte de la partager. C'est sûr qu'avec COVID-19, ça a retardé malheureusement nos travaux. Donc, on se retrouve bientôt, tout le monde, ceux qui sont invités, les entreprises membres, lors du prochain atelier. Merci. À tout de suite. Bonjour. Alors, je vais vous écrire ceux qui ont manifesté le problème de ne pas avoir reçu le Zoom.